Yvan Avril. Oui, Bruno, avec Ulrich Delabattu, secrétaire général adjoint du Haut-Commissariat, nous avons vu qu'effectivement environ 175 000 électeurs sont appelés à voter le 4 novembre. Le chiffre exact sera connu après le calcul des 33 mairies, des 33 communes. Nous avons vu également que jusqu'au 14 septembre, les électeurs des îles peuvent se manifester pour voter en bureau décentralisé. Ils n'ont que jusqu'au 14 septembre. Puis nous avons finalement vu que la commission de contrôle menée par Francis Lamy est déjà à l'œuvre et qu'en octobre, elle rencontrera les maires des 33 communes. Alors, une première question peut-être Oui, alors Ulrich Delabattu, est-ce que l'on peut faire le point sur le calendrier à venir jusqu'au 4 novembre? Que va-t-il se passer durant ces 2 mois? Alors, dans les 2 mois qui vont venir, il y a deux dates, je pense, qui sont les plus importantes à avoir en tête. La première, c'est la date du 14 septembre, qui fixe la fin de la période d'option pour les bureaux de vote délocalisés. Et ensuite, c'est l'entrée dans la période de la campagne dite officielle, qui commencera donc 2 semaines avant le référendum, et qui concerne justement le fameux temps de parole sur l'audiovisuel public accordé aux groupes et partis habilités à participer à la campagne. C'est très encadré, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc il s'agit de 3 heures qui sont réparties entre les différents groupes et partis. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la commission de contrôle a pris acte du fait que tous les présidents de partis ont adressé un courrier à la commission attestant de leur volonté que le temps de parole soit réparti de manière égale entre les deux sensibilités, indépendantistes et non indépendantistes. Cela signifie donc 1h30 de prise de parole sur l'audiovisuel public pour chacune des sensibilités. Entre-temps, il y a tout le déroulement de la procédure de préparation du scrutin au sens strict, à savoir la préparation par les partis de ce qu'on appelle la propagande, à savoir la communication qu'ils souhaitent que l'État adresse directement aux partis, l'envoi de la carte électorale. La carte électorale sera envoyée début octobre. Elle a une utilité fondamentale qui est de vous indiquer votre bureau de vote, ce qui est très important pour gagner du temps le jour de l'élection, et également pour faciliter votre vote. Alors je rappelle quand même que la carte électorale n'est pas indispensable pour voter. Ce qui est indispensable, c'est une pièce d'identité. Donc si vous ne recevez pas à temps votre carte, ce n'est pas grave. Présentez-vous à votre bureau de vote avec votre pièce d'identité. Et normalement, vous retrouverez justement votre carte sur la table de décharge du bureau de vote. Une carte électorale spéciale pour cette élection? Absolument. Une carte électorale spéciale et unique. C'est le choix qui a été fait en concertation avec les groupes politiques. Donc vous savez que les Calédoniens ont déjà, pour beaucoup d'entre eux, 2 cartes électorales. La carte électorale générale et la carte électorale spéciale, qui est la carte des élections provinciales. Donc une 3e carte électorale va s'ajouter, à usage unique, puisqu'elle est prévue uniquement pour ce référendum. Vous savez que selon la loi organique, 3 référendums sont possibles successivement. On a simplement créé une carte spécifique pour ce scrutin. D'accord. On part au standard, si vous le voulez bien. Il est 7h11. On y retrouve Laurent. Bonjour Laurent. Laurent. Oui, bonjour. Merci d'avoir pris la question. On vous écoute. Eh bien, c'est tout simple, en fait. Je sais qu'il y a un problème des gens qui ne savent pas s'ils sont inscrits ou pas sur cette fameuse liste. Est-ce qu'il n'est pas possible de mettre au point un système informatique, parce qu'aujourd'hui tout le monde a Internet et Facebook sur leur portable là, pour savoir si on est inscrit ou pas. Par exemple, une page sur le site du Haut-Saria qui indiquerait, quand on met son nom, son prénom, sa date de naissance, si la personne est inscrite. Ça éviterait à la personne d'avoir à se déplacer à la mairie, etc. Merci Laurent pour votre réflexion. Ulrich Delabattu vous répond. Oui, c'est une très bonne question. La principale, l'obstacle majeur qui s'oppose malheureusement à ce qu'on fasse une centralisation de la liste électorale pour ensuite un accès général pour tous et toutes, c'est que les responsables de la tenue des listes, ce sont les maires. Donc les listes sont tenues au niveau des mairies, qui nous remontent les chiffres, qui nous remontent certaines informations, mais le principe, c'est une tenue des listes par les maires. Donc le haut-commissaire ne peut pas tenir les listes en tant que telles, ce qui empêche malheureusement cette centralisation et ensuite ce système de mise à disposition pour tous. Alors, certes, ça oblige les électeurs à se renseigner auprès de leur mairie. Alors, ils peuvent le faire en se déplaçant, c'est très bien, mais ils peuvent aussi tout simplement appeler leur mairie pour se renseigner. Ulrich Delabattu, ce scrutin est pris en charge par l'État français. Il a un coût, il est plutôt plus cher que des scrutins qui se déroulent en métropole.
Oui, oui, ça c'est un fait. Il coûte plus cher pour plusieurs raisons. Alors déjà, c'est parce que vous avez des coûts fixes à l'organisation d'une élection. Et la population calédonienne est relativement modeste, ce qui fait que tous ces coûts fixes donnent un coût par électeur un peu plus important. C'est à peu près 3 600 francs par électeur. C'est ça, c'est un peu plus de 3 000 francs par électeur. Ce qui est un coût important, mais compte tenu de l'enjeu du scrutin, c'est un coût qui a été jugé nécessaire et indispensable. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur la campagne de 3 heures? C'est 3 heures quotidiennes de... Non, c'est 3 heures sur les 2 semaines. Sur les 2 semaines, voilà. D'accord. Et qui concerne uniquement des créneaux sur l'audiovisuel public pour des prises de parole des candidats. Après, il y a la possibilité d'intervenir dans des émissions, d'intervenir dans des meetings qui sont tout à fait ouverts. Et là, c'est le CSA qui s'assure qu'il n'y a pas de déséquilibre manifeste entre les candidats, enfin entre les partis. Et pour avoir encore plus de précision, 1h30 pour les indépendantistes, 1h30 pour les loyalistes. Et à l'intérieur de chacun des camps, il y aura un découpage, on va donner en fonction de la représentativité? Voilà, c'est ce que prévoit la loi organique. La loi organique prévoit que le temps de parole est réparti en fonction de la représentativité des groupes politiques au Congrès. Donc c'est la commission de contrôle qui se livre à cette appréciation. Donc elle va également le faire dans les jours qui viennent, en fonction de la représentativité des groupes habilités au Congrès. Elle va proposer une répartition du temps de parole à l'intérieur de chacune des sensibilités. Il est 7h14, on retourne au standard avec Émilie. Bonjour Émilie. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Voilà, c'était pour avoir une réponse parce que j'ai ma fille qui est en France et je devais voter par procuration, m'a donné procuration pour voter, mais comme je suis inscrite dans le dispositif qui est sur la vallée du Tir, ils m'ont refusé comme quoi que, comme je suis normalement votant sur l'IFU, mais je ne pouvais pas voter dans le dispositif ici sur Nouméa. Alors, je voulais avoir plus de précisions. Très bien. Merci Émilie d'avoir appelé, d'avoir posé votre question. Ulrich de la Battue vous répond. Oui, alors là encore, c'est une très bonne question. Ça me permet justement de faire un point sur les conséquences pratiques et l'organisation pratique pour le vote délocalisé à Nouméa. Alors en effet, si vous faites le choix de voter à Nouméa, vous ne pouvez plus accepter de procuration pour une personne qui voterait dans les îles, puisqu'on suppose par définition que vous serez le jour J à Nouméa. De la même manière, si vous avez fait le choix de voter à Nouméa, vous ne pouvez faire une procuration qu'à destination de quelqu'un qui a fait le même choix que vous. Donc, dans le cas de votre fille, il me semble que la meilleure solution, la seule solution qui lui reste, c'est de trouver quelqu'un d'autre à qui faire une procuration qui voterait dans le bureau de vote ou dans la commune où elle est inscrite. J'insiste aussi sur un autre point, qui est que comme le régime des procurations a changé pour ce qui concerne ce scrutin en cours d'année, les procurations qui auraient été faites avant le mois de mai 2018 et qui ont été faites donc probablement dans l'ancienne formule ne sont plus valables. Donc là aussi, renseignez-vous, faites attention si vous êtes concerné par ce point, si vous avez fait votre procuration avant mai 2018, peut-être que vous l'avez faite dans la procédure ancienne et donc il va falloir la refaire. Merci Ulrich de la Battue, secrétaire général adjoint du Haut-Commissariat, d'avoir répondu à nos questions et aux questions des auditeurs. Merci à vous. Merci. Organique le prévoyait. La loi organique prévoit que la commission de contrôle peut s'adjoindre de délégués. Elle a fait le choix de sélectionner suffisamment de délégués pour avoir un délégué dans chaque lieu de vote. C'est-à-dire que si vous avez 2 bureaux dans une même école, vous n'aurez qu'un seul délégué pour observer ces 2 bureaux. Alors, quel est le profil de ces délégués ? Alors, il y a différents profils qui sont retenus. Vous avez des membres du Conseil d'État, vous avez des membres des juridictions judiciaires et administratives, vous avez des cadres de préfecture et de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur et quelques universitaires également. En quelques mots, la stratégie de communication qui a été lancée par l'Haut-Commissariat est-elle payante aujourd'hui ? Alors, la communication du Haut-Commissariat, elle a commencé dès 2016, puisque c'est en 2016 qu'a été entamé le travail de préparation de la liste électorale. Est-ce qu'elle a été payante ? Oui, je pense qu'elle a quand même eu de bons résultats. Si on s'en tient aux consultations de sa page Facebook, si on s'en tient à la consultation récente du site internet qui a été construit en 2018 spécifiquement pour aborder les spécificités du scrutin. Donc ce sont des moyens importants qui ont été déployés pour que tous les Calédoniens puissent disposer de toute l'information nécessaire. On a pu aussi compter sur le partenariat de plusieurs radios pour diffuser différents clips.
qui, visiblement, ont été entendus. C'était Ulrich Delabattu, secrétaire général adjoint du Haut-Commissariat pour cette première partie avec les questions d'Yvan Avril. On vous retrouve Yvan et Ulrich Delabattu tout à l'heure à partir de 7h06 sur la première pour la deuxième partie. Et on attend bien sûr, mesdames et messieurs, comme d'habitude, vos questions au 258 258.